Quand on regarde le ciel la nuit, on a l'impression qu'on le connaît bien. On sait comment naissent les étoiles, comment elles vivent, comment elles meurent. On a des cartes, des modèles, des équations qui expliquent presque tout, ou du moins, on croit ça. Et puis, de temps en temps, il y a ces explosions, ces événements cosmiques qui apparaissent et qui semblent dire non, on ne sait pas tout. Et même qu'on n'a encore rien compris. Parmi elles, il y a les supernovas. Et plus précisément, les supernovas de type 1A. C'est un nom qu'on prononce parfois sans vraiment sentir le poids de ce que ça implique. Parce que derrière ce nom, il y a des étoiles qui explosent avec une régularité presque mécanique, qui servent même de chandelles standard pour mesurer l'univers, pour comprendre son expansion, pour calculer des distances à des galaxies lointaines. Et pourtant, malgré cette apparente prévisibilité, il y a des cas qui nous échappent complètement. Des explosions qui se produisent comme prévu, mais dont le détail, le comportement, la lumière émise ou la vitesse des matériaux projetés refusent de rentrer dans nos modèles. Et là, ça nous rappelle quelque chose de fondamental. Notre compréhension de la mort des étoiles est encore partielle, même après des siècles d'observation. Même après des télescopes de plus en plus puissants. Même après des missions spatiales qui scrutent chaque photon de lumière lointaine. Alors on commence à se poser la question centrale. Qu'est-ce qu'un événement si étrange, si atypique, qui ne correspond à rien de ce qu'on connaît? On parle d'étoiles qui explosent, mais pas n'importe comment. Il y a des variations dans la luminosité, dans le spectre, dans le timing, dans la composition chimique des restes. Et ces variations, parfois, sont si grandes qu'elles mettent en défaut tous nos modèles théoriques. Nos équations disent que ça devrait faire un truc, mais l'univers décide de faire autre chose. Et c'est là que l'astronomie devient fascinante. Parce que chaque fois qu'on croit tout savoir, la nature nous rappelle qu'elle a encore des secrets. Ces supernovas de type 1A sont particulièrement importantes parce qu'on pensait qu'elles étaient uniformes. On croyait qu'elles explosaient toujours à peu près de la même manière, que leur lumière suivait un motif précis, que leur énergie libérée était constante. Et pour ça, on peut les utiliser pour mesurer l'expansion de l'univers. C'est pour ça qu'elles ont été essentielles pour découvrir que l'univers n'est pas seulement en expansion, mais qu'il accélère. Et pourtant, malgré cette régularité générale, il y a ces événements récents qui deviennent la norme. Des étoiles qui explosent plus vite ou plus lentement, qui émettent des rayons différents, qui laissent des résidus inattendus. Et ces anomalies, elles nous obligent à repenser nos modèles. Elles nous disent que, même dans un domaine que l'on croyait bien compris, il reste des zones d'ombre. Des détails qui échappent aux théories classiques, des comportements qu'on n'avait jamais encore observés. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque nouvelle observation, on comprend que notre compréhension est partielle. On sait comment une étoile de type 1A devrait mourir. On a des modèles de fusion de naines blanches, on connaît les températures, les pressions, les réactions nucléaires, et pourtant, il suffit d'un phénomène légèrement différent pour tout remettre en question. Et ce n'est pas juste une question de données manquantes ou d'erreurs expérimentales. Ces anomalies sont réelles. Elles nous parlent de la complexité des étoiles, de la physique à des échelles extrêmes, et de l'univers qui se joue de nous. Alors pour poser le décor de ce qu'on va explorer aujourd'hui, il faut qu'on garde à l'esprit que même aujourd'hui, avec nos télescopes spatiaux, nos instruments au sol, nos simulations sur superordinateurs, il y a des explosions stellaires qui restent mystérieuses. Il y a des signaux lumineux, des spectres, des rythmes qui ne correspondent à rien de connu. Et un cas récent vient de repousser encore plus loin cette limite. Une étoile qui explose de manière si inattendue que même les astrophysiciens les plus compétents ont dû se pencher sur leur modèle, revoir leur hypothèse et admettre que la mort des étoiles, malgré tout ce qu'on croit savoir, est encore plus variée, plus complexe et plus surprenante qu'ils ne l'imaginaient. Et c'est exactement ce qui rend ce domaine fascinant. On est dans une zone où la théorie, l'observation et l'intuition se rencontrent, où chaque nouvelle supernova est à la fois une confirmation partielle de ce qu'on sait et une provocation qui nous force à repenser l'ensemble. Alors ce paradoxe entre la régularité attendue et l'inattendu réel, c'est ce qui fait que l'astronomie est vivante et que la science est vivante. Et ce cas particulier, celui qu'on va détailler, va nous montrer à quel point les étoiles peuvent encore nous surprendre. À quel point notre compréhension de la mort des étoiles est encore incomplète et à quel point chaque explosion, chaque flash de lumière est un message de l'univers qu'il nous reste à déchiffrer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, trop content de vous retrouver aujourd'hui. Et regardez, le décor est blanc. Voilà, alors pourquoi? C'est parce que j'ai déménagé maintenant à Paris, avant j'étais à Montpellier et maintenant je suis à Paris. Donc là en fait c'est un tout nouvel espace dans lequel je tourne, c'est pour ça que le mur est blanc, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt changer. Je vais faire un vrai décor. Vous allez voir, ça va être mon meilleur décor pour la chaîne, j'ai trop hâte de faire ça. Je vais faire toute une ambiance partout dans la salle là autour de moi.
et je pense que ça va être cool, j'espère. Enfin, vous me direz, après ça devrait arriver d'ici 1 mois environ, mais j'ai trop hâte que vous voyez ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, comme d'habitude, j'aimerais répondre à un petit commentaire. Vous connaissez la chanson maintenant, à chaque vidéo je réponds à un petit commentaire. Alors il y a quelqu'un qui dit: tu es une personne intelligente, sensible, passionnée et passionnante. Bah c'est très gentil, merci beaucoup. Je sais pas si je suis vraiment intelligent, je pense que tout le monde l'est un petit peu dans son domaine, enfin bon c'est très gentil en tout cas. Tu dois avoir confiance en toi. Ce n'est pas les autres qui peuvent le faire à ta place. Bah c'est trop gentil franchement, bah merci beaucoup pour ce petit commentaire trop gentil. Et du coup dans ce commentaire il y a un truc qui m'a fait un peu tilt, c'est que peut-être je donne l'impression d'être sûr de moi et d'avoir confiance en moi, et ça c'est vraiment une question que je me pose. Vous par exemple, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes confiant dans ce que vous faites ou dans qui vous êtes? Parce que moi là dernièrement, pour vous dire un petit peu, j'ai pas traversé une période où j'étais triste ou autre, mais j'ai traversé un peu une période où j'avais un petit manque de confiance en moi. Et je me posais beaucoup de questions. C'était assez étrange en vrai parce que j'avais jamais ressenti ce genre de choses-là. Toute ma vie, je me suis jamais posé la question de si j'avais confiance en moi ou pas. Et je pense que si je me posais pas la question, c'est que peut-être j'avais confiance en moi. Et il s'est passé un peu un événement qui a fait que j'ai un peu perdu cette confiance-là. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions, même si est-ce que ce que je fais est bien, j'ai perdu confiance dans le fait de faire certaines actions et autres. Et petit à petit, j'essaye de travailler sur moi, sur non, ça c'est bien, ça c'est moins bien, oui, enfin, bref, c'est trop compliqué à dire. J'ai du mal vraiment à parler là-dessus, en vrai, je le fais très peu. Et m'en voulez pas, en vrai, c'est une vidéo d'astronomie, mais c'est aussi ma vidéo, donc m'en voulez pas si on parle pas d'astronomie pour le moment, ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est vraiment, peut-être il y en a qui peuvent m'aider dans les commentaires. Comment vous faites si jamais vous avez une sorte de mini perte de confiance? Comment vous faites pour avoir cette confiance? Parce que en vrai, peut-être je donne l'impression dans mes vidéos d'être quelqu'un de confiant, à l'aise avec ce que je fais, et en vrai, pas du tout. C'est compliqué dans la vie, enfin un peu comme tout le monde, tu vois, mais je suis pas du tout à plaindre. Je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires. Est-ce que j'ai le droit même, enfin je me plains pas, c'est même pas je me plains, mais je vais très bien, vous inquiétez pas, je vais super bien. C'est juste, j'ai traversé cette période et je pense que je suis en train de remonter un petit peu. Et j'étais pas du tout en dépression ou en surmenage ou pas du tout. Vraiment, j'étais trop bien, mais je sais pas, j'ai une petite période où je me suis posé pas mal de questions. Donc enfin bref, voilà. Après peut-être dans la vie, il faut peut-être pas trop réfléchir et juste foncer. Aucune idée. Après vous remarquerez, j'ai 20 ans, 21 ans, je suis en train de grandir. Je suis encore un tout bébé. Peut-être qu'il y en a dans les commentaires, vous avez 40, 50, 60 ans. Et ça, c'est génial, vous avez vécu tellement de choses. Moi, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, qui je serai plus tard. Et je dirais pas que ça m'inquiète, mais je me dis... Enfin bon, bref, je sais pas, c'est une vidéo d'astronomie, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, s'il y en a qui veulent discuter de ça en commentaire, je trouve ça trop intéressant. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas. Si vous l'avez pas rejoint, eh bien sachez que vous pouvez la rejoindre. C'est en échange d'un petit abonnement qui est payant du coup, mais qui permet de soutenir la chaîne et qui permet à moi de grandir et d'évoluer. Enfin, surtout pour la chaîne, quoi. Et en contrepartie, vous avez les vidéos en avant-première. Donc ça vous permet d'avoir un petit bonus, d'être mis en avant en commentaire. Comme ça, moi, je peux voir vos commentaires plus facilement et répondre. Pour ceux qui veulent la rejoindre, il y a le QR code ici, il y a le lien en description et en commentaire épinglé. J'oublie souvent de le mettre en commentaire épinglé, mais vous l'avez toujours en description dans tous les cas. Et sur ce, je pense que j'ai un peu tout dit, j'ai fait le tour. On est parti. Alors, pour commencer à comprendre ces événements cosmiques extrêmes, il faut se rendre compte d'une chose. L'univers n'est pas juste un décor tranquille où les étoiles scintillent. Il y a des explosions qui peuvent littéralement éclater comme des milliers de milliards de bombes atomiques en même temps. Et ça change tout autour. On parle de supernova, de kilonova, de fusion d'étoiles, d'effondrement gravitationnel. Chacun de ces événements est énorme, mais chacun est différent. Une supernova, par exemple, comme on l'a dit, c'est quand une étoile arrive au bout de sa vie et elle explose violemment. La quantité d'énergie libérée est inimaginable, des milliards de fois celle que notre Soleil peut produire pendant toute sa vie. Pour vous donner une idée, si on traduit ça en termes d'humains, certaines supernovas libèrent autant d'énergie que des centaines de millions de milliards de bombes atomiques, explosant en même temps par seconde. Une kilonova, c'est un peu différent. C'est l'explosion qui survient quand deux étoiles à neutrons fusionnent. Là, en plus de l'énergie pure, ça produit des événements lourds comme l'or ou le platine, les trucs précieux sur Terre. Et cette matière est projetée dans l'espace, semant un peu de métal partout autour. Mais une kilonova, c'est puissant comment? Eh bien, vous voyez une supernova? Eh bien maintenant, vous en prenez 100 et vous les faites exploser en même temps au même endroit. En gros, une kilonova est aussi puissante qu'une centaine de supernovas. Maintenant, l'effondrement gravitationnel, eux, sont souvent la dernière étape pour les étoiles supermassives. L'étoile s'effondre sur elle-même et devient un trou noir, ou une étoile à neutrons, et ça libère une énergie incroyable sous forme de rayons gamma. Maintenant, il faut qu'on parle un peu des supernovas classiques, parce que ce sont elles qu'on observe le plus et qu'on connaît le mieux. On a principalement les types 1A et 2,
et il y a des sous-catégories pour chacune. Les supernovas de type 2 se produisent chez les étoiles massives, celles qui font au moins 8 fois la masse de notre Soleil. Ces étoiles vivent vite et meurent donc jeunes. Elles passent par une série de combustions dans leur cœur. D'abord l'hydrogène, puis l'hélium, le carbone, l'oxygène, le néon, le silicium et enfin le fer. Chaque étape crée de l'énergie et permet à l'étoile de lutter contre son propre effondrement gravitationnel. C'est ce qu'on appelle la pression radiative. Mais une fois que le fer est présent, ça ne produit plus d'énergie par fusion. Enfin, si, mais la réaction de fusion est une réaction endothermique. C'est une réaction qui crée un défaut d'énergie. En d'autres termes, la fusion du fer produit moins d'énergie par rapport à celle qu'il faut pour la fusion. Donc le cœur de l'étoile ne peut plus soutenir le reste de l'étoile, alors elle s'effondre. Résultat, une explosion titanesque qui projette les couches extérieures dans l'espace à 25% de la vitesse de la lumière. Ces supernovas de type 2 sont souvent associées à des étoiles massives jeunes et brillantes, et elles laissent derrière elles soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, selon la masse initiale. Les supernovas de type 1A sont différentes et fascinantes, parce qu'elles sont un peu plus prévisibles. Elles se produisent généralement dans des systèmes binaires où une naine blanche vole aux côtés d'une étoile compagne. La naine blanche accumule lentement de la matière venant de sa voisine. Et là, il y a un seuil critique, appelé la masse de Chandrasekhar, autour de 1,4 fois la masse du Soleil. Si la naine blanche dépasse ce seuil, elle ne peut plus se soutenir, et boum, elle explose. Pas de résidu massif comme un trou noir, juste une explosion thermonucléaire qui brille avec une intensité incroyable et qui est très régulière. C'est pour ça qu'on les utilise comme des bougies standards, pour mesurer des distances dans l'univers. On sait à peu près combien d'énergie elles libèrent, et donc si on voit une 1A brillante, on peut estimer à quelle distance elle est. Et puis, il faut bien se représenter l'échelle de ces événements. Une supernova 1A ou 2 peut libérer en quelques secondes ce que notre Soleil mettrait des milliards d'années à produire. La fréquence n'est pas énorme. Dans une galaxie comme la nôtre, on peut s'attendre à une supernova toutes les 50 à 100 ans. Mais l'effet est visible à des millions d'années-lumière. L'impact sur l'environnement est colossal. Ces explosions enrichissent le milieu interstellaire avec des événements lourds. Elles peuvent déclencher la formation de nouvelles étoiles et elles influencent la dynamique des galaxies entières. Pour observer ces phénomènes, il ne suffit pas de regarder le ciel avec un simple télescope. Il faut une combinaison de moyens qui capturent différentes informations. Les spectres lumineux permettent de savoir quelle composition chimique est expulsée et à quelle vitesse. Les rayons X révèlent les régions extrêmement chaudes et énergétiques, souvent proches du cœur de l'explosion. Les neutrinos, ces particules presque invisibles qui traversent tout, sont émis en masse lors de l'effondrement du cœur et peuvent nous donner des indices sur les mécanismes internes de l'explosion. Et l'interférométrie, elle, permet de mesurer ces détails incroyables, comme la forme et la propagation du front d'ondes lumineux sur une grande distance. Chaque méthode complète l'autre, parce qu'un seul type d'observation ne suffit pas pour comprendre la complexité d'un événement aussi extrême. Bref, ces explosions sont à la fois des spectacles cosmiques et des laboratoires naturels de physique extrême. Elles nous montrent la limite de ce qu'on connaît. Elles repoussent les frontières de la théorie et elles nous rappellent que l'univers est un endroit où même la mort d'une étoile est un événement colossal, énergétique et incroyablement varié. Certaines étoiles vivent des fins spectaculaires. Et en juillet 2023, c'est ce qu'une étoile très lointaine, située à 730 millions d'années-lumière de la Terre, a vécu. À tel point qu'elle a attiré l'attention des astronomes. Pas par sa distance, non, mais par son comportement, complètement inattendu. Son nom, SN 2023 ZKD. D'abord, elle a explosé, comme une supernova classique. On a observé un flash puissant, une étoile massive qui arrive à la fin de sa vie et qui s'effondre sur elle-même. Mais ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, elle s'est remise à briller, comme un second souffle. Et c'est pas tout. En remontant les données d'archives, les scientifiques ont découvert un fait encore plus troublant. Pendant plus de 4 ans avant son explosion, cette étoile avait lentement augmenté en luminosité. Ce genre d'activité pré-explosion, aussi longue, est extrêmement rare. C'est un comportement totalement inédit. Ce sont ces anomalies qui ont attiré l'attention d'une intelligence artificielle. Dans le cadre du Zwicky Transient Facility,
un projet qui scanne le ciel toutes les nuits, une IA a été spécialement entraînée pour détecter des événements transitoires inhabituels. Ce sont des phénomènes qui ne durent que quelques heures ou quelques jours. Et c'est cette IA qui a donné l'alerte. Avant même que les choses ne deviennent étranges, grâce à cette réaction rapide, les télescopes du monde entier ont pu suivre l'explosion, presque en direct. C'est ce qu'on appelle une campagne de suivi, cruciale pour comprendre la physique derrière ce type d'événement. Et donc, qu'en pensent les scientifiques? Les premières analyses suggèrent un scénario aussi fascinant qu'effrayant. Ce n'était peut-être pas une simple étoile mourante, mais une étoile massive, piégée dans une orbite mortelle autour d'un trou noir. À chaque passage rapproché, le trou noir déformait l'étoile par sa gravité extrême, et à force de perdre l'énergie, les deux objets se sont rapprochés, jusqu'au point de rupture. L'explosion aurait été déclenchée par les forces gravitationnelles du trou noir, comme une étoile littéralement arrachée de l'intérieur. Comme le dit le chercheur principal de l'étude, Alexander Gagliano, c'est la preuve la plus solide à ce jour qu'un trou noir peut réellement faire exploser une étoile par interaction gravitationnelle. Le trou noir aurait déchiré complètement l'étoile avant que ces débris ne retombent en cascade autour de lui, générant une pseudo-supernova. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Ce phénomène est une explosion étrange, jamais vue auparavant, avec la possibilité qu'un seul trou noir en soit responsable. Alors, pour revenir au cœur du sujet, il faut qu'on se mette dans le contexte de ces événements cosmiques, hors du commun. Parce que ce qu'on observe dans le ciel, c'est pas toujours joli, propre et facilement classable. Il y a des explosions d'étoiles qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît. Des phénomènes qui échappent à toutes nos catégories établies. On a l'habitude de parler de supernova 1A, 2, de kilonova, d'effondrement gravitationnel, mais il existe des cas qui sortent totalement de ces modèles, qui semblent défier notre compréhension de base. Et ce sont ces anomalies qui sont fascinantes parce qu'elles nous obligent à remettre en question ce que l'on croit savoir. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde le passé, il y a déjà des exemples frappants. SN 2006 GY par exemple. C'était une explosion massive. Une supernova tellement brillante qu'elle a défié toutes les estimations de luminosité attendues pour une étoile de sa masse. Les astrophysiciens ont été obligés de se poser la question, est-ce une simple supernova extrême ou est-ce quelque chose de complètement nouveau? Et ce n'est pas un cas isolé. SN 1054, qui a créé ce qu'on connaît aujourd'hui comme la nébuleuse du crabe, a été observée par les astronomes chinois et arabes à l'époque, en 1054 après Jésus-Christ. Une étoile qui explose et qui devient visible en plein jour pendant plusieurs semaines, et c'était totalement inattendu pour les modèles de l'époque. Ces explosions ont été documentées, mais leur compréhension scientifique n'a vraiment avancé que des siècles plus tard, avec l'évolution de nos instruments et de nos connaissances. Chaque fois qu'un événement de ce type survient, il y a un moment de friction entre ce que nos modèles disent et ce que l'univers nous montre. Et c'est là que ça devient passionnant. On se rend compte que notre classification des phénomènes transitoires, supernova, kilonova, effondrement, est souvent trop rigide. On a tendance à vouloir tout remettre dans des cases, à créer des types et des sous-types. Mais la réalité est beaucoup plus fluide. L'univers ne se soucie pas de nos définitions. Une étoile peut exploser d'une manière qu'on n'avait jamais envisagée, créer des signatures lumineuses inattendues ou produire des événements chimiques dans des proportions inédites. Ces événements nous rappellent que nos modèles sont des outils, pas des lois absolues. Et puis, il y a ce côté historique qui est important. Chaque nouvelle anomalie a déclenché une révision des théories. Quand on a observé SN 1987A par exemple, les astronomes ont dû revoir leur compréhension de la physique des supernovas 2. La vitesse d'expansion des couches, la luminosité, la production des neutrinos, tout ça a obligé à ajuster les modèles. Et ces ajustements ne sont pas des détails. Ils changent notre vision de la mort des étoiles, de la chimie de l'univers et de la formation des nouvelles générations d'étoiles. On se rend compte que chaque anomalie n'est pas juste un cas particulier, mais un indicateur que quelque chose dans notre compréhension est incomplet. Ce que ça nous pousse à penser, c'est que l'univers a un spectre de comportement beaucoup plus large que ce que nous avons catalogué. Les classifications actuelles sont utiles pour organiser nos observations, mais elles ne doivent pas être considérées comme définitives. Faut imaginer un cadre plus souple, capable d'intégrer des événements rares, imprévisibles, mais qui ont un impact énorme sur l'astronomie et l'évolution stellaire. Ces événements hors catégorie ne sont pas des exceptions inutiles, ils sont des messages que l'univers nous renvoie, des rappels que nos modèles doivent évoluer.
Et c'est exactement ce qui se passe avec certains phénomènes récents. On observe des supernovas 1A qui ne suivent pas les courbes de luminosité classiques, ou des explosions qui émettent des rayons X et gamma de manière inattendue. Chaque observation nous oblige à penser plus largement. Et au fond, c'est ça la beauté de l'astronomie moderne. Elle ne se contente pas de confirmer ce que l'on sait. Elle nous force à explorer l'inconnu, à accepter que notre vision de la mort des étoiles, aussi avancée soit-elle, reste partielle. Donc, pour résumer cette idée centrale, ces événements cosmiques hors catégorie sont des signaux. Ils nous disent que notre classification doit devenir plus flexible, que notre cadre théorique doit pouvoir absorber l'imprévisible. Et plus on observe, plus on découvre des variations, plus on comprend que l'univers n'est pas limité par notre schéma de pensée. Chaque nouvelle anomalie est une invitation à repenser nos modèles, à ajuster nos instruments, à scruter plus finement le ciel. Et ce qui est fou, c'est que chaque fois que l'on croit avoir tout vu, l'univers nous rappelle, encore une fois, qu'il y a encore des surprises. Des phénomènes que l'on n'attendait pas. Des explosions qui défient nos lois connues. Et des histoires stellaires qui nous forcent à réécrire les manuels. En fin de compte, cette réflexion nous montre que la science est quasi vivante. Nos théories sont toujours en évolution. Et les étoiles, par leur mort, deviennent des objets d'étude, comme un corps qu'on ouvre pour des étudiants en médecine. Les événements hors catégorie sont là pour tester notre rigueur et notre imagination. Et si un cas récent, particulièrement étrange, attire notre attention aujourd'hui, il ne fait que confirmer ce principe. L'univers est plus grand, plus complexe et plus imprévisible que ce que nos classifications pouvaient laisser croire. Alors pour qu'on comprenne bien ce qui se passe aujourd'hui dans nos observations, il faut qu'on commence par les systèmes binaires extrêmes. On parle ici de couples vraiment particuliers dans le cosmos. Une étoile massive déjà bien instable parce qu'elle brûle son carburant nucléaire à une vitesse folle. Et un compagnon invisible mais ultra puissant, souvent un trou noir. Ces systèmes, ils sont fascinants parce qu'ils sont comme des laboratoires naturels de la gravité et de la physique extrême. Chaque interaction, chaque mouvement dans ces couples peut déclencher des phénomènes incroyables et parfois totalement inattendus. Dans ces binaires, l'attraction gravitationnelle est tellement intense que l'étoile massive peut se retrouver déformée, étirée comme un chewing-gum. Surtout si le trou noir passe à proximité. Ces forces de marée déforment l'étoile. Elle subit une traction énorme, elle peut perdre de la matière, s'échapper partiellement ou être complètement déchirée. Et ce n'est pas qu'une question de déformation. Quand un objet massif, comme ça, bouge, il émet des ondes gravitationnelles. Ces ondes, elles transportent de l'énergie. Et en perdant cette énergie, le système se rapproche encore plus. Et c'est un cercle presque infernal. Plus l'étoile et le trou noir se rapprochent, plus elles interagissent et plus le système perd de l'énergie, jusqu'au moment où la mort de l'étoile est précipitée. Cette gravité extrême peut provoquer toutes sortes de fins atypiques. Une étoile qui devait finir sa vie tranquillement en supernova classique peut se retrouver compressée par ces forces de marée, déclenchant une explosion plus précoce ou plus violente que prévu. Dans certains cas, l'étoile n'explose même pas comme une supernova traditionnelle. Elle peut se fragmenter, être avalée partiellement par son compagnon, ou créer des jets de matière et d'énergie qui n'ont pas de véritable équivalent dans nos modèles standards. Les interactions montrent que la fin d'une étoile n'est pas toujours dictée uniquement par sa masse ou son âge. L'environnement joue un rôle déterminant. Et ça nous amène à l'idée que certaines explosions que l'on observe pourraient être déclenchées de façon indirecte. Ce n'est pas forcément la fusion du cœur de l'étoile qui produit le boom, mais plutôt l'effet combiné de compression gravitationnelle, de force de marée et de perte d'énergie par onde gravitationnelle. L'étoile se retrouve dans un état où le moindre déséquilibre suffit à provoquer un cataclysme. On parle alors de phénomènes qui peuvent sembler hors catégorie, parce qu'ils ne suivent pas le scénario classique que l'on apprend dans les livres. L'étoile ne fait pas sa supernova selon le cycle standard. Elle est forcée à une fin prématurée ou modifiée. Mais il ne faut pas croire qu'on a observé tout ce qui se passe. Une grande partie de ces événements se déroule dans des zones de l'espace très éloignées, parfois dans des galaxies à des millions d'années-lumière. D'autres phénomènes sont simplement trop rapides. L'explosion se produit, brille quelques heures ou quelques jours et disparaît avant que nos télescopes aient le temps de capturer quoi que ce soit de précis. C'est un vrai défi pour les astronomes. Il faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bons instruments pour détecter ces signatures. Et même quand on les détecte, il reste souvent des zones d'ombre, des événements qu'on ne peut pas mesurer directement, comme les flux exacts de matière expulsée ou les détails précis de la fusion gravitationnelle. Nos observations récentes ont quand même commencé à tracer une image plus claire. On sait que la mort des étoiles n'est pas uniforme. Il existe des trajectoires alternatives, des fins forcées
à des interactions externes, et parfois des explosions déclenchées par des compagnons invisibles. Ces découvertes nous permettent de comprendre que le cosmos est beaucoup plus dynamique et imprévisible qu'on ne le pensait. La physique des étoiles massives et de leurs compagnons extrêmes nous montre que chaque système est unique, que chaque interaction peut produire une variation subtile ou spectaculaire, et que nos modèles doivent s'adapter pour intégrer cette diversité. Ce qu'on sait au final, c'est qu'il n'y a pas de fin unique pour une étoile. Il n'y a pas de scénario universel pour une supernova. Chaque étoile massive, en couple avec un trou noir, peut devenir un laboratoire de la mort stellaire, nous offrant des explosions et des phénomènes que l'on n'aurait jamais imaginés. Et c'est pour ça que l'étude de ces systèmes binaires extrêmes est cruciale. Elle nous aide à repenser les limites de nos modèles, à imaginer des mécanismes indirects de déclenchement et à accepter que certaines zones de l'espace, parce qu'elles sont trop lointaines ou trop rapides, restent encore des mystères à percer. À première vue, on pourrait croire à une supernova classique, mais cette explosion ne ressemble à aucune autre. Et c'est pour ça qu'elle nous intrigue autant. Parce que ce phénomène, SN 2023 ZKD, vient brouiller les frontières que l'on croyait connaître. Il remet en question la ligne que l'on pensait pourtant claire jusqu'ici, entre deux types d'événements. Les supernovas, c'est-à-dire ces morts spectaculaires d'étoiles massives, et les fusions d'objets compacts, comme les collisions d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Et ici, c'est un peu des deux. Et en même temps, c'est peut-être autre chose. Alors pourquoi c'est si important? Parce que nos modèles d'évolution stellaire, ceux qui décrivaient comment les étoiles naissent, vivent et meurent, ne prévoyaient pas du tout ce genre d'événement. On pensait que pour qu'une étoile explose, elle devait atteindre une masse critique ou s'effondrer sur elle-même. Ici, l'explosion semble avoir été déclenchée de l'extérieur. On savait que les étoiles massives pourraient vivre en duo. On savait que les trous noirs pouvaient dévorer tout ce qui s'approchait trop près d'eux. Mais l'idée qu'un trou noir compagnon puisse déclencher une explosion stellaire simplement par sa présence, c'est un scénario encore théorique, inexploré, mais désormais potentiellement réel. Les systèmes binaires, où deux astres tournent l'un autour de l'autre, sont fréquents, mais leur dynamique est complexe. Quand un trou noir et une étoile massive interagissent, beaucoup de scénarios peuvent se produire. Une perte de matière, une distorsion gravitationnelle, ou encore un effondrement prématuré. Mais ce genre d'événement, qu'on commence à peine à détecter, pourrait être la clé pour comprendre la formation des trous noirs intermédiaires. Une catégorie encore mal connue. Mais les scientifiques débattent encore. Est-ce qu'il s'agit d'une supernova forcée par les forces de marée d'un trou noir? Ou est-ce le trou noir qui a totalement disloqué l'étoile? Dans tous les cas, aucun modèle actuel ne permet d'expliquer entièrement ce qu'on a vu. Aujourd'hui, l'IA joue un rôle central dans ce travail de détection. Ces systèmes d'apprentissage automatique analysent des millions d'images, repèrent des variations minuscules et signalent en quelques secondes ce qui aurait échappé à l'œil humain. Et c'est ce qui nous a permis de repérer ce phénomène. C'est elle qui a permis de réagir à temps, de capter la lumière et d'analyser les données. Attention, je dis pas que les IA remplacent bientôt les astronomes, loin de là, mais elles ouvrent des portes vers des événements rares, qui autrement passeraient inaperçus à l'œil nu. L'IA nous permet petit à petit de basculer vers une science en temps réel. Une sorte d'automatisation de l'observation du ciel qui nous permet de découvrir des phénomènes rares, comme SN 2023 ZKD. Et dans ces phénomènes, il y a peut-être une clé, un indice précieux pour mieux comprendre l'évolution des étoiles, des interactions dans les systèmes binaires, ou même la naissance des trous noirs les plus étranges de l'univers. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, à chaque fois qu'on observe une anomalie, ça nous oblige à revoir nos modèles, à ajuster nos hypothèses, à imaginer de nouvelles interactions ou de nouveaux mécanismes. L'univers n'est pas juste statique, nos connaissances non plus. Plus on améliore nos instruments, plus on scrute le ciel avec précision, et plus ces étrangetés deviennent visibles. Ce que l'on croyait rare hier devient détectable aujourd'hui. Et chaque nouvelle observation nous montre que nos certitudes étaient souvent trop fragiles, trop limitées parce que l'on pensait savoir. Ces événements rares, extrêmes et imprévisibles ne sont pas juste des curiosités. Ce sont des indices qui nous donnent un aperçu des forces et un processus qui échappe à nos modèles actuels. Ils nous rappellent que l'univers fonctionne parfois selon des règles que l'on ne connaît pas encore. Et que pour progresser, il ne suffit pas de confirmer nos théories existantes, mais il faut accepter de se confronter à l'inconnu, de poser de nouvelles questions, de repenser nos hypothèses. Et c'est précisément cette confrontation avec l'inattendu qui pousse l'astronomie à avancer. On pourrait presque dire que ces anomalies sont comme une sorte de balisage de l'espace. Des rappels que notre compréhension est encore partielle. Elles nous poussent à inventer de nouvelles méthodes d'observation, à développer des algorithmes plus sensibles, à imaginer des modèles plus souples. Elles ouvrent la voie à ce que l'on pourrait appeler une exploration intellectuelle,
plus profondes, où chaque découverte ne répond pas forcément à toutes les questions, mais en soulève de nouvelles, parfois plus fondamentales. Puis SN 2023 Z4D n'est pas juste une curiosité astrophysique, c'est un rappel que nos modèles ont des limites, et que l'univers peut encore se montrer imprévisible, qu'il reste des choses inexpliquées, des phénomènes trop complexes, trop extrêmes pour être prédits. Pour l'instant, après chaque découverte de ce type, on avance un peu vers l'inconnu, non pas pour trouver des réponses définitives, mais pour poser de meilleures questions, pour trouver des indices sur ce que nous n'avons pas encore vu, ou pas encore compris. À mesure que nos technologies progressent, que nos algorithmes deviennent plus sensibles, ces phénomènes étranges deviennent plus visibles. Et c'est peut-être ces anomalies rares qui deviennent les vérités les plus profondes sur l'univers, et sur ce que nous n'avons pas encore vu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à interagir, j'essaie de répondre au maximum aux commentaires. Je vous mets ici une vidéo, allez au hasard, sur la gravité, et ici, une vidéo, qu'est-ce qui peut vous intéresser? Ah, une vidéo qui est sortie récemment sur les axions, une particule qui pourrait expliquer tout l'univers. Je vous la mets ici, allez voir ça, c'est hyper intéressant, en plus ça vous a beaucoup plu, donc je suis trop content. Sur ce, on se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo, il y en a 4 par semaine actuellement. Bisous!